Et bonjour à nouveau et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité et qui essaie de démontrer par la logique que notre espèce, l'espèce humaine, l'humanité dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, la- un monde devenu totalement écologique et d'autres choses que je vous laisse découvrir sur l'espace mécanique universel pour plus de précision. Alors, évidemment que cette évolution, si nous atteignons ce que je crois probable, cet état d'ultime perfection, parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible, jusqu'au moment où elle aura atteint son seuil de perfection. C'est-à-dire, on n'aura plus rien à construire, on n'aura plus qu'à contempler, à jubiler, à vivre cet état-là. Bon, ça concerne nos descendants, les frères humains qui viendront après nous, et vraisemblablement il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous ne sommes pas très loin de cet état de perfection possible, puisque nous avons construit toutes les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, par exemple, l'ONU, l'UNESCO. Bon, l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies, donc un système qui est normalement destiné à gérer l'ensemble des nations, à être le père des nations, et un père juste, absolument responsable et euh, qui peut gérer tous les conflits, ce qui n'est pas encore pour l'instant. Il n'a pas encore atteint l'ONU n'a pas encore atteint cet état de perfection. Il est encore dominé par certains de ses enfants, voilà, par les États-Unis entre autres, qui peuvent l'abuser, hein, faire déclencher des guerres en l'abusant ou en mettant le père de leur côté, chose qui est pas, voilà, c'est pas la destinée de l'ONU évidemment. L'ONU, c'est un pis-aller de, c'est un problème d'évolution. Il n'a pas encore atteint son état de justice et de perfection qu'elle devra atteindre dans quelques siècles. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que pour atteindre cet état de perfection, il faudra que l'Occident dévalue son narcissisme, son égocentrisme, pour pouvoir commencer à avoir des relations horizontales avec le reste du monde, ce qui n'est pas encore le cas. L'Occident sort à peine de 5 ou 600 ans de domination, et de domination violente, de domination euh, non seulement autoritaire, guerrière, on va dire, et oppressive, alors, et même criminelle, on peut le dire. Euh, les, les, on pourrait faire démarrer euh, cette domination à la découverte par les Indiens d'Amérique de l'Occident. Donc la projection de l'Occident militaire, criminel, génocidaire, on peut le dire, en Amérique. À partir de là, il y a eu le système dominant occidental a développé, a surdéveloppé
ce narcissisme qui laisse penser à certains, c'est la pathologie narcissique qui laisse penser à certains que, qu'ils sont supérieurs à d'autres, que leur existence vaut plus que l'existence des autres. Et c'est grâce à ce type de pensée pathologique, parce que c'est totalement absurde, c'est faux, mais grâce à cet état d'esprit pathologique, on peut évidemment opprimer, on peut mettre en esclavage, on peut imaginer que l'autre n'a pas de valeur, n'a pas peut être qu'un instrument, peut être réduit au stade d'objet, etc. Alors, à la sortie de ce moment d'esclavage, hein, de mise en esclavage d'une partie de l'humanité, l'Occident a continué à travers ce qu'on a appelé la colonisation. Et c'était un peu plus adouci, puisque l'humanité évolue. Hein, tout le temps, elle est en évolution. Donc, l'oppression était sans doute moins caractéristiquement violente, elle était oppressive, elle était abusante, etc. Et toujours à cause de cette pathologie narcissique, ce sentiment par les dominants d'être supérieurs aux êtres humains qu'ils allaient coloniser. Et donc, il y a eu cette période de colonisation. On est sorti de cette période de colonisation qui a duré quelques siècles et on est rentré dans la post-colonisation, dans les années entre les années 50 et aujourd'hui, on pourrait parler de post-colonialisme et dont l'Occident a gardé, les dominants occidentaux ont gardé cet état d'esprit colonial, malgré le fait que la colonisation avait été dépassée. Donc les peuples africains les pays africains avaient gagné leur liberté, mais le psychisme des dominants occidentaux n'avait pas complètement réalisé qu'il fallait partir sur un modèle d'égalité. Et donc on se retrouve avec toujours présente cette pathologie qui est inouïe dans les médias. D'ailleurs, il y a une densité post-coloniale qui est incroyable dans les médias. Il y a une sorte de vision donc dominatrice, de vision de supériorité, parce que le problème du narcissisme, c'est qu'il a une vision grandiose de lui-même. Donc, et cette vision grandiose, elle est établie sur le fait qu'il y a une domination militaire, une domination perverse en somme, en manipulant un petit peu le système, comment on peut dire, en manipulant les chefs d'État, tout un système qui n'est pas une véritable domination, qui n'est pas une domination intellectuelle, une domination spirituelle. C'est une domination perverse, tout simplement, la domination par un système narcissique. Donc, au niveau de l'évolution, c'est une mauvaise domination, en somme, on pourrait dire. Quoi qu'il arrive, la domination en elle-même
est quelque chose qu'on doit dépasser. Et donc l'humanité devra dépasser cet état d'esprit. Il commence à se dépasser, il commence à être dépassé, mais on voit bien que c'est extrêmement compliqué. On voit à quel point il y a une lenteur dans l'état d'esprit des dominants occidentaux, et là c'est caractéristique, une lenteur à faire évoluer les choses. Et ils sont maintenant aux yeux, ils sont mis en lumière totalement dans le monde. Le monde les regarde nos dominants aller dans les pays, enfin, essayer de pratiquer encore les mêmes combines, les mêmes habitudes, les mêmes oppressions, etc. Et ne même pas se rendre compte que c'est dépassé, que c'est obsolète, que maintenant la jeunesse du monde les voit faire, les regarde se conduire de cette façon complètement abusante. Et donc, alors, ben, on va, pour incarner cette idée-là, on va écouter. Hier, j'ai écouté le dessous des cartes, hier ou avant-hier, il me semble que c'est hier. Le dessous des cartes à propos du cacao pour illustrer cela. Et justement, c'est là où, pour dire que une chaîne comme Arte, qui est malgré tout peut-être une des seules chaînes qui aurait une vision un peu moins occidentalocentrique, par de nombreuses émissions se montre complètement, justement, incapable de comprendre que le monde a changé. Et là, c'est caractéristique dans cette émission-là. On va juste commencer à écouter quelques petites choses et commenter à ce niveau-là. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence cette émission en Côte d'Ivoire. Octobre 2020, on voit sur la photo le président Alassane Ouattara brandir une baie de cacao pour annoncer qu'il va imposer aux multinationales occidentales du chocolat un prix minimum garanti pour les producteurs ivoiriens. Le cacao auquel on s'intéresse aujourd'hui, qui représente une part essentielle du PIB ivoirien, faisant vivre des millions de personnes. La Côte d'Ivoire est depuis plusieurs décennies le premier producteur mondial de fèves de cacao, une industrie mondialisée, on le verra, qui profite davantage au nord qu'au sud du globe et se fait de surcroît aux dépens de l'environnement. Mais vous allez voir aussi comment la Côte d'Ivoire et le Ghana se battent aujourd'hui pour récupérer les bénéfices d'une fringale de chocolat devenue mondiale. Sortons nos cartes. Le cacao est originaire d'Amérique du Sud et son berceau se trouve ici, dans le... Alors, du sucre de canne et du lait dès le début du commerce rassis et le clergé. ah voilà, par exemple. Les Espagnols garderont le monopole cacao et On va remplaceront regarder le piment ça. par de la vanille. Les exportations de cacao commencent en 1585, dès le début du commerce triangulaire. Les Espagnols garderont le monopole du cacao. Voilà, alors, caractéristique, dès le début du commerce triangulaire. Pourquoi ne pas citer la réalité de ce commerce triangulaire? Pourquoi ne pas parler que ce commerce triangulaire se déroule entre esclavage, on amène des esclaves, on ramène du cacao, etc. Voilà, un truc qui se veut être, comment on dit, ce que l'Occident cherche à faire, ce que le libéralisme prône, c'est-à-dire être l'efficacité. Voilà, l'efficacité. Et cette efficacité-là, elle est basée sur quelque chose d'extrêmement criminel. C'est rien de l'expliquer. Ça coûte rien de dire que dans ce commerce triangulaire, de le rappeler que ce commerce triangulaire avait
sa partie absolument criminelle qui était celle de l'esclavage. Jusqu'à ce que les Hollandais en prennent une part significative au XVIIe siècle. En Europe, cette boisson, consommée chaude, se diffuse dans l'aristocratie et le clergé. Pour répondre à l'engouement autour de cette nouvelle boisson très chère, la culture du cacaoyer se développe dans la plupart des régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud, ainsi 75 000 tonnes en 1920. Alors faisons maintenant un bond dans le temps. Aujourd'hui, au XXIe siècle, selon la FAO, la production mondiale de fèves s'envole. Elle se calcule maintenant en millions de tonnes. Elle passe de 2,5 millions de tonnes en 1990 à 5,6 millions de tonnes en 2019 dans 57 pays producteurs, tous situés entre les deux tropiques, dans ce que Côte d'Ivoire et le Ghana, CAO. Elle regroupe 51 membres comprenant des pays exportateurs et importateurs, principalement des pays de l'Union européenne. La ICCO, c'est son nom, représente 92% des exportations et 80% des importations mondiales. Le Sud produit et le Nord commercialise. Capitale économique de la Côte d'Ivoire, leader mondial du secteur avec le Ghana, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors précisément, arrêtons-nous maintenant en Côte d'Ivoire. Dans ce pays d'Afrique, le cacao mobilise environ 1 million de producteurs et fournit des revenus à 20% de la population ivoirienne. Le cacao est le premier fournisseur de devises du pays. Il représente 14% du PIB et environ 40% des exportations. C'est donc la principale rente du pays devant le pétrole, l'or et le caoutchouc, mais une rente fragile. La production de cacao augmente grâce à la multiplication des surfaces exploitées qui ont explosé entre 2013 et 2019, entraînant l'accélération de la déforestation. Conséquence, l'effondrement de la faune et de la flore sauvage et l'éléphant, symbole du pays, est sur le point de disparaître. La Côte d'Ivoire dépend donc, on l'aura compris, d'un marché de la fève de cacao qui est, comme beaucoup de marchés de matières premières agricoles, caractérisé par de très fortes fluctuations de prix d'une année sur l'autre, voire même d'un mois sur l'autre. Et puis on va le voir, il y a encore beaucoup à faire pour que ce commerce mondial du cacao profite d'abord aux pays producteurs. En effet, comme pour le café, le marché des fèves de cacao est... Alors, il y a beaucoup à faire, mais ça fait 50 ans qu'il y a beaucoup à faire en réalité. S'il y a des scandales à imaginer, c'est bien ça. Comment se fait-il que la matière première qui est prise en Afrique, toutes les matières premières prises en Afrique ne profitent pas à l'Afrique? C'est même pas, il y a beaucoup à faire. Il faudrait quoi encore attendre 50, 100 ans pour que on comprenne que c'est terminé, qu'on doit rompre définitivement et rapidement avec la mentalité post-coloniale, que c'est terminé. Et là, on va voir à quel point les disparités sont essentielles. Et les pays consommateurs, qui sont principalement des pays du Nord. Un commerce asymétrique entre petits producteurs et grandes multinationales qui contrôlent l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Regardons par exemple le prix d'une tablette de chocolat. C'est justement le manque de critique par les médias, le manque d'engagement des médias depuis 30 ou 40 ans. Ils sont libres, les médias. D'après ce qu'ils disent, ils se disent libres. Alors, le manque d'engagement fait que ces disparités ne sont pas comblées, parce que c'était extrêmement facile de mettre le point là-dessus, de regarder, de dire, bon, voilà, ça c'est vraiment trop injuste, d'utiliser les consommateurs, c'est-à-dire le peuple, pour boycotter tout ce qui est injuste. Comment se fait-il que ces médias n'ont pas pris le pouvoir pour utiliser le pouvoir du peuple qui est énorme
Il suffit que le peuple décide, s'il voit les disparités, si on appuie sur l'injustice qui est sous-jacente à ce commerce, mais c'est valable pour tous les commerces, pour quasiment toutes les matières premières qui sont extraites d'Afrique. Si les médias en Occident faisaient jouer le rôle de boycott au peuple, il le jouerait, tout à fait, parce que l'être humain, voilà, s'il y avait des émissions qui s'occupent de boycotter les industries qui sont abusantes, dont celle-ci, là, par exemple, Voilà. c'est... 44% revient à la vente au détail, Voilà, donc 35% aux fabricants, les marchands, 8% donc... pour le broyage et la transformation, 4% pour les taxes et le marketing, 2% pour le transport et le négoce, et seulement 7% pour les cacaoculteurs. Voilà. Ces 5 millions de petits producteurs vivent dans de mauvaises conditions, voire dans la pauvreté, et n'ont aucun poids sur un marché du chocolat qui représente 100 milliards de dollars par an, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais on ne peut pas parler Le comme marché du ça de cacao ça. est À un mon marché sens, très c'est pas... concentré, contrôlé par quelques multinationales. Ça ne peut pas fonctionner 4 comme grands ça. groupes récupèrent et transforment 65% de la production On ne mondiale peut pas de en fer, parler puis de 6 grands façon... groupes Parce que prennent ça, le cette relais. façon de parler L'américain Mars, des le choses, Suisse ça Nestlé, fait l'italien 30 ans Ferrero, 40 ans les qu'on parle Américains comme ça Mondlane et des Hachette choses, que les et le médias Suisse parlent comme ça Lindt des et choses, Sprüngli. sans faire À évoluer eux les six, choses. Il ils y a se une partagent façon environ qui 40% fait du admettre marché de la les production choses telles mondiale que... de chocolat. Admettre Donc, l'inadmissible. en résumé, le cacao, c'est, en début de chaîne, 5 millions de petits producteurs. Au milieu, on vient de le voir, principalement 10 entreprises. Et à la fin, des millions de consommateurs. Alors justement, allons voir maintenant qui sont les plus gros mangeurs de Voilà. chocolat. Et voilà comment on finit, au lieu de parler de cette injustice flagrante et énorme, inouïe, et qui mériterait un boycott jusqu'à ce que ces grosses multinationales qui rappliquent des milliards dans les caisses de l'Occident acceptent, comprennent qu'il faut donner, ce qui est logique, c'est que ça soit 60% ou 70% aux producteurs et donc aux pays qui produisent les fèves de cacao, et puis que le bénéfice, au final, soit beaucoup plus réduit sur tout le reste de la chaîne. La logique voudrait que ça soit ça, tout simplement, et que ces multinationales changent complètement de philosophie, qu'elles passent sur une philosophie égalitariste du monde, une philosophie qui décide de partager et donc de passer sur l'entraide au développement du reste du monde. Donc voilà. Alors, là, il y a La consommation mondiale de Qui chocolat c'est qui représente environ Voilà, 7 donc millions de tonnes par an. la consommation, elle est très importante. On va arriver ici. De la Chine. Voilà. Ainsi, en juillet 2019, aussi l'Afrique tente de reprendre aujourd'hui son destin en main. Première mondialisée qui profite moins au continent producteur, l'Afrique, qu'aux régions consommatrices liées au coronavirus et la réduction des marges pour ne pas payer cette prime. Donc, ils ont décidé il y a une prime qui avait été décidée pour aider les producteurs, et ils se sont organisés en disant qu'il y avait moins de ventes, etc., pour ne pas payer cette prime. Donc tout ça, ça ne doit pas être quelque chose qu'on discute comme ça. Bon, ben voilà, ils n'ont pas payé, ils ne payent pas cette prime. Il faut être révolté vis-à-vis de ça. Il faut être indigné. Et si les médias ne sont pas indignés, s'ils ne font que révéler la chose sur un ton ordinaire, voilà, c'est comme ça, ils n'ont pas payé, ils ne payent pas, etc., les choses ne bougent pas, mais voilà, aujourd'hui c'est ce dessous de carte, demain on parlera d'un autre dessous de carte, et c'est fini, c'est terminé. Si on fait ça, on donne à admettre l'inadmissible au peuple.
en fait. Et ça, c'est ce qui se pratique depuis 30 ans dans les médias. Les médias nous donnent à admettre l'inadmissible par un discours, euh, par un discours que je ne sais pas comment dire, mais qui, voilà, qui juste décrit les choses, alors qu'ils savent très bien indigner le peuple. Sur des faits divers, sur des choses comme ça, ils savent très bien aller indigner le peuple, aller interroger le peuple qui est indigné pas après un crime, pour lui faire dire ben oui, moi j'aimerais bien que revenir à la peine de mort ou quoi que ce soit, pour des choses complètement qui n'ont pas qu'on ne peut pas faire vraiment évoluer sous cet angle-là. C'est pas ce que je veux dire exactement. Mais bon, bref, euh, ils savent indigner le monde, sauf que ces médias savent indigner le monde, sauf que la façon dont ils commentent ces choses-là, c'est une façon qui est destinée, à mon sens, à faire admettre les choses sans le vouloir, c'est inconscient, mais à ce que les choses soient comme ça. Qui profite moins au continent producteur, l'Afrique, qu'aux régions consommatrices, principalement situées en Occident, même si désormais, on l'a vu, l'Asie découvre à son tour le chocolat. Pourtant, on l'a dit aussi, l'Afrique tente de reprendre aujourd'hui son destin en main pour tirer davantage... De prendre son destin en main. C'est pas reprendre, elle l'a jamais eu, ce destin en main. L'Occident, là, la logique voudrait dire que l'Occident se comporte comme un prédateur, pille ce continent depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis la fin de la colonisation. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le psychisme occidental. Et le fait de parler de cette façon-là de ces choses, l'Afrique tente de reprendre la main sur son commerce. Ça fonctionne de cet or brun que représente le cacao, et elle le fait avec l'aide intéressée de la Chine. Ainsi, en juillet 2019, le gouvernement du Ghana a conclu un accord de partenariat avec des investisseurs chinois pour la construction d'une usine de transformation de cacao. La Chine, qui a des projets similaires avec la Côte d'Ivoire, signifiant une nouvelle fois son intérêt pour l'Afrique et ambitionnant là encore d'y détrôner l'Occident. Voilà, alors, ambitionnant d'y détrôner l'Occident. Voilà la phrase occidentalocentrique pour moi par excellence. Pourquoi ne pas penser que l'Afrique trouve injuste le comportement occidental ? Pourquoi ne pas comprendre à quel point l'importance de faire ce que la Chine décide de faire, justement, c'est-à-dire créer des entreprises, créer des usines pour fabriquer le chocolat directement, pour donner de la plus-value directe à ce cacao. De regarder l'importance de faire ça. Comment se fait-il que l'Occident, 60 ans d'achat du cacao dans ces pays, n'a pas eu l'idée d'aider à construire des usines pour fabriquer le chocolat et pour valoriser cette chose-là. Donc on voit bien que c'est très facile de dire voilà, pour de tentatives de détrôner l'Europe. Évidemment qu'il y a certainement de ça, mais il y a aussi de la révolte par des systèmes des façons de penser qui ont d'autres valeurs. Et il est possible que la Chine
n'aient pas envie d'être des prédateurs au titre de la façon dont l'Occident se porte en termes de prédateur depuis 50 ans. Donc de changer ce modèle, que ça soit quelque chose qui cherche à faire émerger, qui cherche à aider ce continent à émerger, à aller vers son autonomie et à ne plus se laisser abuser par l'Occident. Bon, je le dis de façon un peu... j'en parle très mal, malheureusement, c'est dommage, mais bon, voilà. En tout cas, cette façon, et c'est là où il y a quand même quelque chose, parce que c'est pas la seule émission qui me paraît de temps en temps comme ça sur Arte, alors que pourtant Arte, c'est l'émission qui devrait être la moins occidentalocentrique, la plus critique. Alors, il y a des émissions qui sont extrêmement critiques, mais il y a un fond qui est occidentalocentrique, un fond narcissique aussi dans la façon de présenter les choses, etc. Et là, cette présentation, elle est totalement, pour moi, elle n'est pas juste. Elle est, voilà, juste le fait, il y a ce désir de casser les initiatives chinoises, de les décrédibiliser, voilà, alors que le fait, on pourrait mettre l'accent sur le fait que la Chine veuille, décide de construire, d'aider à construire des usines de transformation sur place, au lieu de laisser cette initiative à l'Occident qui en fait touche la plus grande part du gâteau, les 93% de plus-value, c'est l'Occident qui le prend. Donc pourquoi ne pas montrer correctement ce qui se passe avec ça? Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'émissions, dans les thémas, dans ces émissions-là. Il y a quelque chose qui, à mon sens, n'a pas encore compris que l'humanité a pris un cap complètement différent et que maintenant, le peuple occidental est en droit de commencer à avoir une autre vision, qu'on l'aide à prendre une autre vision que cette vision colonialiste qu'on a dans tous les médias occidentaux. Parce qu'on va être en décalage, et on est en décalage. Les médias chinois ne parlent pas du tout de la même manière, les médias africains ne parlent pas du tout de la même manière, etc. Donc on est les derniers à être encore sur quelque chose de complètement antique, alors que le monde est en train de s'universaliser. On est dans on a droit à cette éducation narcissique qui est une pure catastrophe pour pour euh, pour évoluer. Voilà. Donc on n'a pas les médias qu'on mérite en Occident. Et même Arte qui, voilà, pourtant devrait être un chef de file d'une vision juste. Elle n'a pas du tout une vision juste vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du bloc émergent, vis-à-vis de nous-mêmes, de l'Occident. Il y a quelque chose qui... voilà, il n'y a pas assez d'esprit critique, et donc ça maintient les peuples occidentaux dans cet orgueil, dans ce narcissisme, de ce sentiment de supériorité complètement aberrant maintenant, au moment où nous sommes en train de passer sur l'universalité. Voilà ce que je pense. Et peut-être que le seul média qui reste un peu, peut-être le plus ouvert, ça serait qui aurait le plus d'esprit critique de tous les médias, ça serait France Culture, à mon sens. J'en vois pas d'autres. Après, oui, effectivement, il y a des médias qui sont radicalement opposés à l'Occident. C'est pas non plus... voilà, il y a des excès dans l'autre sens, mais des médias justes sont nécessaires
à l'Occident maintenant. Des présentations justes, des choses sont nécessaires à présent. Voilà mon point de vue. Ça n'est que mon point de vue. Il mérite d'être contesté, évidemment. Il est mal exprimé et mal... voilà, n'hésitez pas à contrarier ces points de vue si vous le jugez nécessaire. Voilà. Et sinon, à mettre des pouces et à vous abonner à la chaîne, ça fait avancer sa visibilité. Merci de votre écoute, à bientôt.